Bonjour Nicolas Kogan, mon business coach. Je suis aujourd'hui avenue Bosquet au pied de la Tour Eiffel pour vous présenter un dirigeant dans le prêt-à-porter, Laurent Sarkissian. Merci de m'accueillir ici. Bonjour, enchanté, bienvenue. Merci. L'idée dans cette vidéo, c'est de pouvoir échanger et toujours prendre de l'information directement issue du terrain sur des professions, dans le commerce, dans le business. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Comment tu as ouvert ce magnifique établissement? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui m'a amené là? Moi, j'ai pas un parcours, j'ai pas un parcours qui m'a emmené ici spécifiquement. C'est simplement que j'ai toujours aimé les vêtements et j'ai travaillé dans la finance pendant des années. Et à un moment, il a fallu que je me recycle parce que les marchés sur lesquels je travaillais ont disparu. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans ce commerce parce que c'est quelque chose qui me plaît et voilà, ça me parle. Et j'ai toujours aimé le contact. Ouais, j'ai toujours aimé les vêtements, donc c'est un truc qui me convient, donc voilà. Donc ça veut dire que tu as appris finalement sur le tas la partie achat, ou les parties négociation t'ont aidé là-dedans, ce que tu avais appris en négociation? Alors, la partie achat, ça c'est une question de goût personnel et d'envie qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as envie de faire, quel produit tu as envie de vendre, etc. Ça c'est vraiment personnel, chacun peut avoir envie de faire tel ou tel produit ou d'être sur tel ou tel segment. Voilà, après c'est vraiment une question d'envie et de passion. Qu'est-ce qui fait que je préfère travailler ce produit-là plutôt qu'un autre, étant donné que dans le prêt-à-porter, l'offre est très vaste et elle est pléthorique, donc chacun se met un peu où il a envie de se mettre, j'ai envie de dire. Je comprends. Donc tout ce qui est recherche de fournisseurs, tout ça, c'est ton envie t'a fait partir là-dessus et décoder finalement le marché? Alors, le sourcing, il faut aller le chercher. Moi, je fais beaucoup de marques italiennes, donc c'est principalement en Italie. D'accord. Maintenant, c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me correspond, ce que je vais avoir envie de porter, ce que je vais avoir envie de vendre. Il peut y avoir plein de choses sympathiques qui vont plaire à beaucoup de gens, mais qui ne vont pas me plaire à moi pour X raisons. Donc, je vais vraiment les amener sur un terrain spécifique qui va me correspondre totalement, j'ai envie de dire. Donc là, ce que j'entends, Laurent, c'est que quelque part, tu te fais plaisir, tu achètes des produits qui te plaisent, et donc sans forcément avoir une expérience d'acheteur auparavant. Alors, tu as dit le mot très juste, c'est que je me fais plaisir. C'est exactement ça, c'est-à-dire que je vais acheter des choses qui en fait me plaisent, me correspondent. Et le problème, c'est que quand tu agis comme ça, si tu dis je pense qu'à moi, quelque part ça fait un peu peur. Tu te dis est-ce que ça va plaire au plus grand nombre? Ouais, j'entends. Donc c'est pour ça que c'est un risque à ce niveau-là. C'est un risque parce que tu te dis effectivement, je ne vais acheter que ce qui me plaît et que ce qui me fait plaisir de porter ou bien entendu de vendre. Et effectivement, le risque il est là parce que tu te mets pas du côté du client et tu te dis je vais vendre ça parce que le client qui va aimer ça, je vais le trouver. Et le challenge, il est là. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est-à-dire que du coup, tu ne pourras pas me répondre à une question que j'avais préparée pour toi, qui serait comment tu fais pour vendre un produit que tu n'aimes pas. En fait, tu n'es pas le bon client pour me répondre à ça, si je comprends bien. Non, ce serait mentir que de dire que tout ce que j'achète, ça se vend et c'est facile et tout me plaît. Il peut arriver quand on fait des collections, on reçoit des choses et finalement, on est un petit peu déçu. Et il arrive aussi qu'un produit qui ne te plaît pas, entre guillemets, puisse plaire. Donc à ce moment-là, évidemment, tu changes de discours, tu ne vas pas dire non, je vous le vends pas parce qu'il est naze. Mais si ton client, parce qu'on a pas mal de clients habitués quand même qui te demandent conseil, tu vas les orienter en leur disant voilà, ça c'est top, ça j'aime moins pour X raisons. Je comprends. Mais tu vas donner du sens finalement à l'approche. Du sens et de la sincérité, de l'honnêteté. Je veux dire voilà, moi j'aime moins pour ça. Il me plaît moins pour ça, par exemple cette couleur que je trouvais très belle en échantillon, en fait elle est moins bien réussie que je pensais, moins belle que ce que je pensais, mais finalement elle peut plaire. Et je vais lui dire oui mais dans mon souvenir elle était mieux, donc ça aurait été, tu vois, elle aurait été mieux comme ça, mais lui, le client il va me dire mais finalement c'est très bien, tu te prends la tête pour pas grand chose. Parce que moi, nous on est avec ma petite chérie qui est pas loin. Oui, parce que tu travailles avec ton épouse. Voilà, on est vraiment perfectionniste. Tu vois, donc on va chercher la petite bête alors que des fois elle n'a pas lieu d'être. Donc en fait, finalement, dans la vente, là, sur un produit sur lequel toi tu aurais moins d'affect, par exemple, tu vas apporter vraiment ta notion de conseil, tu vas décoder la valeur
tu vas compenser la valeur que tu ne portes pas au produit sur vraiment la partie conseil. Absolument. Et en fait, la partie conseil, elle est très simple. Dans mon cas, elle est très simple. On aime les choses simples sur cette chaîne, donc c'est très bien. Elle est très simple. Enfin, pour moi, c'est un axiome mathématique, j'ai envie de dire. C'est un principe de base. Je dis à mon client, voilà, prenez ce produit, essayez-le, regardez-vous dans la glace et dites-moi ce que vous voyez. Et en fonction de, je vous dirai si j'aime ou j'aime pas, ou vers quoi il faut aller, ou si c'est cohérent ou pas. Parce que je veux d'abord laisser au client la possibilité d'apprécier par lui-même. Si d'emblée il me dit j'aime pas, ça me va pas, ok, on passe à autre chose. Mais si, en général, ce qui se passe dans cette démarche, c'est que le client qui est pas serein, qui va dire je suis pas sûr, machin, c'est pas pour moi, etc., qui finalement, en l'essayant, en le passant, en se regardant dans la glace, se dit ah c'est top, ça me va bien et tout. Donc à ce moment-là, on approfondit le travail qu'il a lui-même décodé. Donc c'est du vrai conseil parce que si ça lui plaît pas ou si c'est bien mais que c'est manifestement pas pour lui, je vais lui dire de la même manière. Donc en fait, mon conseil, c'est pas vraiment du conseil, c'est plus, approfondir son choix. L'important, si tu veux, c'est que au-delà du conseil, le client il se sente en confiance et que ça soit sincère, pas une pure démarche commerciale où tu as envie de lui vendre parce qu'il faut lui vendre et que finalement il ressemble à rien. Tu vois, c'est pas du tout dans mon ADN. J'aime bien cette notion d'ADN que tu évoques là, parce qu'en fait, nous on parle souvent d'intention, c'est-à-dire quand tu ouvres ta boutique le matin, qu'est-ce que tu veux livrer à tes clients? Alors sur la répétition, comme ça, on va parler d'ADN, mais c'est vrai que tout part de là en final. C'est comment toi, qu'est-ce que tu as décidé d'impulser quand tu as ouvert ici, quand tu as fait ce choix-là de changement de carrière? C'était de livrer quelque chose à tes clients sur du conseil, sur de la bienveillance quelque part? Absolument, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. En fait, l'idée, c'était de leur proposer quelque chose, une offre qui peut-être n'existait pas, tu vois, en tout cas pas dans le quartier ou qui n'est pas facile à trouver, sur des produits qui ne sont pas forcément connus, des marques très connues, mais qui ont quelque chose d'intéressant. Là, il y a le produit. Alors, on sait que les gens, c'est toi qui achètent aussi, toi et ton épouse, par cette qualité de service, par cette intention. Maintenant, est-ce que ça te dédouane quelque part de techniques commerciales ou de petits trucs que tu peux avoir Non, pas du tout, parce que tu as des clients captifs, mais tu n'as pas que ça. Il faut quand même servir ceux qui entrent pour la première fois. Tout à fait. Donc effectivement, il faut quand même leur expliquer pourquoi, comment. Il faut faire preuve d'un petit peu comme tu dis, de technique commerciale, entre guillemets. Mais il faut leur donner envie, il faut les servir. Il faut qu'il y ait un véritable accueil, et ça commence par l'accueil bien sûr, et après ça passe au niveau conseil. Mais un client, tu vas le conseiller une fois, l'intérêt c'est qu'il devienne captif, c'est-à-dire qu'il va revenir parce que tu l'auras bien conseillé, il sera content de ta prestation, donc il va revenir pour ça, parce qu'il connaît ton univers, c'est un univers qui lui plaît, donc il revient parce qu'il connaît tes choix, il connaît mes choix, donc il sait que je vais lui trouver des trucs qui vont lui plaire, donc il se dit tiens, tu vois, c'est en fait créer l'envie. Créer l'envie. Et l'envie de revenir surtout. Il y a la partie que toi tu impulses par rapport à ton savoir-faire ou ton savoir-être, clairement. Et il y a la partie en fait que tu vas construire. Ici, tu as réussi à construire un univers. Je viens dans 3 semaines. Moi, c'est la première fois que je viens chez toi. Je reviens dans 3 semaines, dans 1 mois. Est-ce que tu auras théâtralisé différemment? Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais au feeling ou que tu programmes en fonction des collections? Alors d'abord, tu le programmes quand même en fonction des collections parce que suivant l'été ou l'hiver, tu ne vends pas la même chose. Mais après, c'est important de toute façon de faire bouger le magasin. Parce que la mise en scène contribue. Mais si tu veux, un produit, s'il est bon, tu peux le mettre dans n'importe quel endroit, il sera toujours bon. À l'inverse, s'il est mauvais, il sera toujours mauvais. Mais ce qui est surprenant quand tu bouges effectivement le rayon, c'est que souvent les gens revoient des choses qui étaient déjà là mais qu'ils n'avaient pas vues. Et ça, c'est très amusant parce qu'en fait, ils peuvent flasher sur un truc qui était là depuis un certain temps. Or, il était mal positionné, entre guillemets, ils ne l'ont pas vu. Et tu le bouges, tu vois, et hop, le truc revit. Alors ça, aujourd'hui, c'est des métiers qu'on a dans la distribution. Souvent, on parle de merchandising. Il y a des écoles de merchandising. Tu l'as fait à l'intuition?
Je pense que déjà à l'intuition, on est tous pareils. On sait, tu vois, qu'est-ce qu'on regarde en premier, quel champ de vision on a. Donc forcément, il y a des endroits qui sont plus, entre guillemets, vendeurs que d'autres. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un peu intuitif. Après, à toi d'apporter quelque chose, de créer par exemple une niche qui peut être un peu plus planquée ou un peu plus, tu vois, qu'il faut aller chercher. À toi de faire en sorte que le client puisse y aller de lui-même, tu vois. On parle de parcours client souvent. Là aujourd'hui, la disposition en fait du magasin ici, il n'y a rien au hasard finalement. Au hasard un petit peu quand même parce qu'il était disposé comme ça. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un espace de vente où il y a pas mal de volume, Clairement. qui fait que tu peux créer une circulation. Et ça, c'est vrai que c'est top. C'est pas le cas partout. Tu peux avoir des magasins minuscules où tu peux pas bouger, le produit sera moins mis en valeur. Là, tu as un peu l'impression de chiner, tu vois, de trouver la petite perle qui est planquée. C'est un peu ça, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on crée aussi, comme on a des petites quantités et qu'on travaille pas beaucoup au volume, j'ai envie de dire. Un truc peut être dans un endroit, tu vois, planqué parce qu'il reste qu'une pièce ou deux, donc le client va aller la dénicher par lui-même. C'est sûr que la mise en scène c'est important, mais c'est même au-delà de la mise en scène. C'est, si tu veux, l'état d'esprit qui règne ici et l'ambiance, je vais avoir la même chez moi. C'est intéressant ce que tu dis. C'est un peu une transposition de la façon que j'aurais envie la façon dont je rangerais mon propre dressing, si tu veux. Ok, quel beau dressing. Ouais, en l'occurrence, ça, quand tu es un peu fan de fringues, bon, c'est le problème. Mais tout s'explique. Je pense que dans la vie, il faut tout faire avec passion. Si tu le fais avec passion et avec envie et amour, tu le feras bien. Si tu fais un métier par contrainte, c'est une catastrophe. On est bien d'accord. Moi, j'ai la chance de faire un truc qui me plaît et que j'aime. Je plains ceux qui vont bosser par contrainte. Et il y en a un paquet. Je comprends. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose que tu t'es construit au fur et à mesure de ton parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait peut-être des préalables quand tu as travaillé dans la finance, par exemple, c'est des données ou des ressources intellectuelles qui te servent au quotidien aujourd'hui dans ton activité, au quotidien ou dans ta stratégie? Je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, être curieux, mais curieux à bon escient, pas tu vois, curieux dans le mauvais sens, mais curieux une envie de savoir, de connaître, de découvrir, de comprendre, tu vois, d'être vif et alerte. Et après c'est une question de goût, savoir reconnaître un beau tissu d'un tissu qui est moins beau, une belle couleur d'une couleur qui est moins belle. Ça, j'ai envie de dire, malheureusement, ça s'apprend pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu vois, c'est la façon dont tu disposes le magasin. Par exemple, Steph, elle va m'apporter l'œil féminin sur la mode, tu vois, parce que les femmes sont plus modeuses que nous dans l'absolu. Elles sont plus versatiles, ça va changer beaucoup plus vite, tu vois, c'est en perpétuelle évolution. Nous, le client homme, il peut être non pas plus classique, mais plus soft dans son élan vers d'autres choses. Oui. Or, la femme, elle a un petit regard sur la mode en termes de couleur, en termes de Texture, découverte. ouais. Voilà. Et ça, malgré que ça soit un œil féminin, ça m'apporte beaucoup. Tu te nourris en fait. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, en fait, c'est une qualité qui est la qualité d'observation et d'écoute de ton environnement. Et c'est ce qui fait que tout ça, ça crée une atmosphère aujourd'hui. Là, pour les gens qui nous regardent et qui se posent la question d'une reconversion ou d'un projet de vie, dire voilà, j'ouvre également un magasin de prêt-à-porter. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? On a compris la passion, ça transpire chez toi. Mais elle peut s'appliquer à d'autres choses. J'aurais fait une boulangerie, je l'aurais peut-être mis dans cet esprit-là. Tu vois, j'aurais vendu des chapeaux ou j'aurais fait n'importe quel autre métier. J'aurais fait de la coiffure, j'aurais peut-être donné une patine, une ambiance. Je pense qu'il faut créer une ambiance, raconter une histoire. Et l'idée, moi, avec tous mes produits, c'est de raconter une histoire. J'ai pas de conseils spécifiques, si ce n'est que voilà, si vous croyez en un truc ou un thème particulier ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui pour peu qu'il n'existe pas, tant mieux. On peut copier, on peut s'inspirer, évidemment. Tout le monde s'inspire de tout le monde. L'idée, c'est de ne pas copier dans le sens chacun est unique. C'est-à-dire que quand tu vas faire quelque chose qui te ressemble, cette unicité, il faut l'organiser. Voilà, et on arrive sur un produit comme celui-là. Tu dis que tu ne donnes pas de conseils, mais là, dans la dernière phrase que tu viens de donner, c'est très lourd de sens pour tout aspirant à l'entrepreneuriat, d'être aligné sur ce qu'ils aiment. Et ça, je crois que c'est vraiment un message fort que tu lances là. Je pense que voilà, le gars qui peut travailler dans une boîte et qui se dit je vais monter ma boîte parce que je vais apporter quelque chose en plus qu'elle n'apporte pas ou qu'elle me permet pas d'apporter,
j'ai une idée que je peux développer. Mais tu vois, c'est me multiple, parle. ça peut être dans tous les secteurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment multiple. J'ai une idée, au sein de la boîte, je ne peux pas le développer pour X raisons parce que j'ai mon rôle, je ne peux pas aller au-delà. Je suis cantonné dans ce job que j'ai spécifique. Bah, je vais monter ma boîte parce que j'y crois pour X raisons. Donc si tu veux, avec l'audace, tu fais tout. Et j'ai envie de dire, la chance sourit vraiment aux audacieux, quoi. Après, il y a une prise de risque certaine. Il faut la quantifier. Il faut quantifier la notion de risque et la notion de qu'est-ce que ça peut t'apporter, vers quoi tu peux aller. Peut-être la mettre aussi en face sur le poids des regrets de ne pas le faire à un moment donné. Ouais, puis le regret, il peut être aussi contraint par l'aspect financier. Quand tu veux monter ta boîte, il faut trouver des fonds. Donc, comme les banques sont très frileuses, il faut vraiment, tu vois, leur vendre le truc, arriver à avoir leur accord. C'est compliqué. Il faut se battre. J'entends. Je suis tous les jours sur le terrain avec les entrepreneurs. Voilà. Je le vois de près. Le problème, c'est celui-là. Derrière, au-delà même du plan financier, on associe toujours un plan d'action, un prévisionnel ponctué d'action. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un emplacement fabuleux chez toi aujourd'hui. Le faire venir est un métier. Toi, aujourd'hui, comment le faire venir de tes clients s'organise? C'est du client de passage? J'ai bien compris le bouche à oreille sur la qualité. Alors, il y a du client de passage. Il y a du client captif qui va pratiquer donc le bouche à oreille, qui va dire à son pote, il faut que tu ailles là-bas, c'est top. Donc j'en ai plein qui viennent, entre guillemets, cooptés par des copains. Ouais. Ça, c'est top. Il y a aussi du touriste. Il y a du touriste de qualité. J'entends par là qu'il y a du touriste, ça peut être d'Asie. Je ne pense pas forcément à la Chine. Les Chinois, ce n'est pas mes préférés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de goût et ils sont guidés par les marques et donc... je leur apporte pas grand-chose, mais je sais pas, ça peut être Corée, Japon, rien à voir avec le chinois. Tu as des clients en Asie qui sont très friands, qui sont très réceptifs. Tu as des Américains aussi qui ont beaucoup de goût. Donc il y a du tourisme, je dirais, un peu haut de gamme, mais en tout cas réceptif aux choses un peu différentes. Les Russes peut-être? Russes aussi. Alors le Russe, il est marrant parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais lui aussi, il connaît les marques, mais il a une certaine approche esthétique et qualitatif du produit, donc il va faire une sélection. Le Russe, il a tendance à acheter un prix. Il sait que les belles choses sont chères, donc il va te faire son petit panier, son petit caddie, et va dire voilà, discount, combien de remises? À la base, c'est sa façon de négocier. Mais il sait qu'il achète des belles choses, donc après, il faut le freiner un peu. Mais le Russe, c'est quand même un consommateur. L'Américain aussi, l'Asiatique aussi. Le Chinois aussi, mais le Chinois, moi, j'ai plus de mal. C'est intéressant, je fais un arrêt sur image, une seconde sur finalement la connaissance de ses clients. On connaît tous nos produits, on connaît peu nos clients certaines fois. Et ça c'est important justement d'être encore une fois attentif, de les observer. Un client, une clientèle, c'est composé d'une myriade de segments finalement. Et c'est important d'avoir une expertise. Alors elle vient avec l'observation, j'imagine. Et puis tu as des clients qui deviennent des copains. Donc tu apprends à les connaître. C'est passionnant parce que, à la base, le commerce, c'est un métier de contact. Tu découvres les autres. Et ça, c'est vachement enrichissant. C'est vachement enrichissant parce que tu as des profils divers et variés. Et ça, c'est vraiment génial. Là, en fait, on parle vraiment de proximité. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et en même temps, il y a l'avènement d'Internet avec des communications intempestives sur des soldes, des Black Friday, j'en passe, un dumping sur les tarifs ou des marketplaces aujourd'hui qui ont tendance à brûler pas mal même le positionnement des produits. Je ne parle pas de contrefaçon. Parce qu'on ouvrira un autre grand débat. Elle existe. Mais comment dire, comment en proximité aujourd'hui on réagit par rapport à tout ça? Alors il y a deux choses. Il y a la vente en ligne pure, où tu fais des très belles photos, tu présentes le produit machin, mais même la photo la plus belle du monde, elle ne te traduira jamais la texture, ce qu'on appelle la main, la couleur, l'aspect, la coupe. Ça, c'est impossible. Donc, le seul intérêt de l'Internet aujourd'hui, d'abord, les seuls sites qui marchent, c'est des sites de discounting, de promotion, parce que ça soit vente privée ou tous ces trucs-là, c'est que parce qu'ils font un prix que ça marche. Sinon, à un prix équivalent, tu ne vas pas forcément trouver sur Internet, sauf si tu es en province et que tu n'as pas un accès à des magasins physiques. Moi, ma clientèle, elle préfère beaucoup plus le magasin physique parce qu'elle peut voir, toucher, découvrir, essayer, etc. C'est vraiment deux univers différents. Après, le dumping en termes de prix, en général, il est pratiqué par des sites qui n'ont pas de marchandises, qui
qui te proposent un produit à un prix cassé, mais ils n'ont pas le produit physiquement. Donc c'est vraiment plutôt nuisible qu'autre chose, parce que le produit n'étant pas physiquement disponible, bah, c'est du pipeau si tu veux, c'est du virtuel. Or, en magasin physique, bah, tu l'as, tu repars avec. Alors ok, ça va être un peu plus cher, mais c'est aussi le prix de la disponibilité, du conseil, et puis tu pars avec. Bien sûr. Internet, il faut se le faire envoyer. Ok, tu peux le renvoyer, mais c'est contraignant quand même si le retour est inclus, il faut quand même se déplacer, aller le renvoyer, etc. C'est pas forcément très agréable à faire. C'est vraiment un autre métier. C'est un autre métier, une autre approche. Je dis pas que c'est comment dire. Pour moi, c'est vraiment complémentaire dans l'aspect présentation du produit. Mais en termes de vente pure, si tu vas voir ton client, un habitué qui connaît tes chemises par cœur, là, sa taille, etc., qui va dire bah, tiens, ce tissu il me paraît bien, boum, j'achète pour ça. Mais Internet seul, moi, je ne suis pas certain que ça soit l'avenir, en tout cas dans le prêt-à-porter. Je pense qu'au contraire, le magasin physique aura toujours son mot à dire. Moi, là, ce que je retiens de tout notre échange depuis tout à l'heure, c'est la passion et l'expérience client. Parce que c'est vrai que faire un retour dans sa salle de bain, à remettre dans le carton parce qu'on vient de l'essayer, ou dans son salon, ou avoir un œil d'expert avec la finesse de trait que tu évoquais tout à l'heure, de ne pas décider à la place du client, mais vraiment d'être en train de l'accompagner. C'est primordial. Eh bien, l'expérience client, encore une fois, et on l'a vu et on le verra encore dans d'autres vidéos, c'est ce qui fait aujourd'hui une vraie différence dans une société qui est des fois un peu déshumanisée. En fait, c'est important de vivre sa passion, d'avoir une intention qui soit orientée sur l'humain. Le produit n'est pas secondaire dans la chanson, mais... Ah non, il est essentiel. Et puisqu'on parle d'Internet, Internet, c'est quoi? La vraie bagarre sur Internet, c'est sur le prix. Donc ça revient à dire les prix cassés, les ventes privées, les machins. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Un produit, il a une valeur. S'il est déprécié constamment, c'est que soit il vaut rien, soit il n'intéresse personne, soit il ne se vend pas. Il n'y a pas de miracle. S'il se vend, c'est qu'il n'a pas besoin d'être déprécié. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, parfaitement. Les ventes privées, etc., hors période de solde, parce qu'il faut savoir que les soldes sont quand même des périodes réglementées et elles ont du sens, puisque c'est se débarrasser des anciennes collections, en tout cas laisser place pour la nouvelle collection. Donc ça a du sens. Aujourd'hui, c'est complètement dévoyé, puisqu'on te dit vente privée pour ci, pour ça, en pleine saison, donc ça n'a pas de sens. Soit le prix est cassé parce que votre produit se vend mal, soit vous le vendez tellement cher que vous avez tellement de marge que vous pouvez consentir un rabais. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le client, il est un peu perdu. Il se dit, mais quel est le vrai prix? C'est intéressant. Est-ce que hier, en fait, je rencontrais le directeur de la Fédération française des artisans fleuristes. Il nous expliquait les enjeux de la profession sur la fiscalité. Là, ils ne sont pas vraiment concernés par des fortes périodes de solde ou autres, ou d'approvisionnement. En bref, le rôle d'une fédération dans le fait de protéger les intérêts ou les tendances que peuvent prendre une profession. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des organismes ou des groupements qui existent pour justement sécuriser le parcours ou du moins border le plus efficacement possible dans l'intérêt de l'entrepreneur et du client, ces choses-là? Il y a des fédérations. L'idée, c'est justement de préserver, quand on parle d'un commerce physique, c'est les magasins de proximité, notamment les magasins de centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, avec la politique anti-voiture, que ce soit à Paris ou ailleurs, si tu veux, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dur de venir en centre-ville. À l'inverse, on ouvre des grandes surfaces commerciales en périphérie des villes. Quelque part, ça conduit à une désertification des centres-villes. Oui. Dans certains cas, dans Paris, on est peut-être un peu moins touché. Mais c'est sûr que si tu veux, il faut quand même une fédération pour défendre les intérêts communs de la profession, que ce soit dans mon métier ou dans le métier de fleuriste. Je peux comprendre que le gars, ça ait du sens à ce qu'il défende les intérêts communs, mais c'est-à-dire que vers quoi on veut aller. Tu vois, c'est ça le truc. L'aspect fiscal, etc., en termes d'impôts, de taxes, ça c'est un autre sujet. On est en France, c'est comme ça, on l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas, il faut changer de pays. Mais c'est comme ça. En France, on a une couverture sociale, elle coûte cher. C'est comme ça. C'est un choix. C'est un choix. Tu fais bien de segmenter ces deux sujets. Voilà, c'est un choix de redistribution. Après, on l'accepte ou pas, c'est autre chose. Maintenant, c'est vrai que le gars qui peut conduire une fédération dans un métier particulier, oui, ça a de l'intérêt si sa voix porte à l'exécutif, au gouvernement, dans le sens faites ci, faites ça, faites attention à ça, parce que ça induit ça, etc. Et il est vrai que pris isolément, chaque commerçant tout seul, il va avoir du mal à se défendre. S'il a quelqu'un qui le représente, mais qui est un peu à la hauteur des enjeux, pourquoi pas? Et je pense que c'est même essentiel.
On parle souvent de réseau. Alors, ça peut être dans le commerce organisé. On a cité par exemple tout à l'heure des schémas comme ceux de la franchise. Les réseaux, c'est aussi le fait de sortir un peu de l'isolement de l'entrepreneur ou de la solitude que peuvent connaître certains entrepreneurs face à des enjeux. On parlait tout à l'heure de désertification des centres-villes, notamment en province. Le groupement, des unions des commerçants, des associations de commerçants, c'est des choses que toi tu encouragerais de ton point de vue? Alors, je les encourage, mais j'en fais pas forcément partie parce que il peut arriver que le mec qui soit à la tête de ce truc-là soit pas vraiment représentatif, ce qui peut arriver aussi. Bon, ça dépend pourquoi c'est fait. En général, aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu du chacun pour soi, si tu veux. Je prends par exemple l'exemple des dates de solde, que ce soit dans Paris. C'est un peu les grands magasins qui font la loi, si tu veux. J'entends par là Printemps, Galeries Lafayette, etc. Donc voilà, le petit commerce, si tu veux, il n'a pas vraiment vocation à être écouté. Donc j'en fais pas vraiment partie, mais c'est quelque chose dont je ne me détournerai pas. Si par exemple il faut faire quelque chose pour animer une rue en période de fête, de Noël, etc., why not? Bien sûr, je ne vais pas me dissocier, je ferai partie du bloc. Ce qui prime, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on soit tous unis pour aller dans le même sens. Si c'est pour se tirer dans les pattes, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'on peut arriver à avoir une convergence de points de vue et aller tous dans le même sens, ça c'est sûr. Aujourd'hui, moi je suis assez enthousiaste sur le fait, on entend certaines fois dire que le pouvoir est dans le caddie. C'est dans le choix d'achat, dans le comportement du consommateur qui peut orienter, on va dire, quels canaux demain ou aujourd'hui vont s'en sortir mieux que les autres. Le commerce de proximité, on voit que les statistiques qu'il y avait il y a 10 ans évoluent plutôt en faveur d'un retour sur le commerce de proximité. Et donc, je te remercie vraiment de nous avoir accueillis aujourd'hui chez toi parce que, encore une fois, ce qui s'est dégagé, c'est l'expérience client, c'est la passion et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on consomme ou non dans un magasin, ce qui fait qu'on va se rapprocher ou non d'une marque et de la personne qui va nous le livrer finalement. Pour finir, Laurent, une question que je pose souvent, quand on est amené à gérer une activité, même par passion, on a parfois des coups de pression, on a parfois des coups de chaud. Ça peut être des livraisons qui n'arrivent pas en temps, en heure, ça peut être un client plus compliqué qu'un autre. Comment tu gères ces coups de pression? Comment tu gères ton pic de stress finalement? Ça, c'est une question de personnalité. Plus tu es calme et serein, mieux tu vas le gérer. Dans mon cas, je peux être un peu stressé, un peu nerveux, donc je ne serai pas un bon exemple, mais je pense qu'il faut savoir être posé et prendre de la hauteur de vue et du recul pour bien gérer les choses. Parce que des petites conneries, il t'en arrive plein. Tu parlais des problèmes de livraison, tu peux tomber sur un mauvais client, etc. C'est l'école de la vie et c'est l'école de la psychologie. Il faut savoir comment réagir face à ces événements. Tu vois, c'est vraiment comment je réagirais si mon fils tombe et se coupe et s'ouvre. Tu vois, est-ce que je vais paniquer ou je vais tout de suite avoir les bons gestes? Ça, c'est sur l'instant. Et après, sur des périodes finalement où ça sature un petit peu, certains me répondront le sport, d'autres se ressourcer en famille. Est-ce que toi, tu as un petit truc? Les palliatifs, tu veux dire, pour ça? La famille, oui, essentiellement. Le sport aussi. Et puis, des bonnes vacances. Quand tu es urbain, d'aller voir autre chose qu'une ville, ça fait du bien. On est d'accord. En tout cas, merci du temps que tu m'as accordé. Et de rien, c'est un plaisir. Et je te dis à bientôt. Et je mettrai les références de ce magnifique univers là que tu as réussi à créer en bas de la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Merci, au revoir.